Les Antilles, grands fournisseurs de sportifs de haut niveau. Citons Christine Aron, Marie-Jo Pérec, Bernard Lama, Lilian Thuram et mon invité costaud parmi les costauds. Jugez-en vous-même, 1m91 pour 85 kg, maillot numéro 18 de l'équipe de France, arrière droit et ailier droit au Sport Club de Magdebourg en Allemagne, son club actuel. Il totalise 145 sélections en équipe de France, a marqué 401 buts toujours dans cette équipe de France, champion du monde en 2001 avec l'équipe de France, vainqueur en 2002 de la Ligue des Champions avec son club et plus récemment médaillé de bronze en Tunisie. Son sport, le handball, sa particularité gaucher et sa deuxième particularité catholique pratiquant. Joël Abati, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir avec nous dans VIP. Vous Merci. avez un joli palmarès à votre actif. Vous n'avez pas fait partie de l'épopée des fameux barjots, mais vous faites partie donc des costauds. Oui, une autre génération qui a marqué quand même le handball français. Et j'ai quand même côtoyé les barjots. Donc je connais un peu les deux générations. C'est toujours très important de pouvoir connaître ces deux générations et faire partie des deux en partie. Alors pourquoi le handball plutôt que le basket, le tennis, le foot, vous qui êtes un peu passionné par beaucoup de sports? Disons que moi j'aime tous les sports, mais il s'avère que là où j'habitais, c'est-à-dire aux Antilles, on avait un club phare, l'Espoir de Floréal, qui était juste à côté de chez moi. Donc je me suis dit, pourquoi aller bien loin alors que j'ai une équipe à côté de chez moi. À quoi ça tient quand même? Ça tient un peu de choses en fait. Hein. Donc, et puis mon frère, il m'a motivé aussi, il m'a dit, viens jouer dans l'équipe de la ville et puis peut-être que ça va marcher, que tu apporteras un plus à cette équipe. Merci grand frère. Oui, toujours. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport? Cet aspect de projet commun, de pouvoir bâtir quelque chose avec un objectif de gagner ensemble et aussi de partager des moments importants, que ce soit l'entraînement pendant des matchs, des émotions qui nous permettent justement d'emmagasiner des souvenirs et de pouvoir gagner à la fin un trophée. Alors aujourd'hui, vous avez 35 ans, pardon, Oui. pas 25 ans, vous faites figure un peu de vétéran. Vous avez toujours envie, vous prenez toujours du plaisir pendant les matchs et même pendant les entraînements aussi, parce qu'il y a quand même une exigence quand on est sportif de haut niveau. Hein. Tout à fait. Ben, jusqu'à maintenant, j'apprécie ce sport, je l'aime, et de plus en plus, je me fais une deuxième jeunesse. Ah oui. Et c'est pour ça que ce sport m'amène une telle richesse de ma vie personnelle, de rencontres, de partage, que j'ai envie de rester dans ce milieu, de pouvoir côtoyer des gens, de connaître des personnes. Je crois que c'est ça aussi le sport. Et quelle est la plus grande qualité pour un handballeur? Un handballeur, c'est d'être très agile et avoir du mental. Je pense que le mental est important dans le sens où c'est un sport de contact et qu'il est assez difficile ce sport et qu'il faut avoir une grande motivation pour pouvoir arriver et puis être agile parce qu'on joue avec un ballon, donc de pouvoir placer cette petite balle-là dans la cage, il fait 3 mètres, donc il faut être quand même agile et c'est important de pouvoir mettre des buts parce que c'est le but. Et puis, c'est le but du jeu. C'est ouais. le but du jeu. Je crois que le mental, c'est une de vos forces aussi, justement. Oui, parce que je pense que le mental nous permet de nous surpasser et de permettre d'être plus fort. D'être plus fort dans le sens où on se surpasse. Donc on a des qualités qu'on fait ressurgir à l'intérieur de soi et qui nous permettent d'être au-dessus de ce que nous permet notre corps. Oui, mais alors, on parle beaucoup de mental, notamment, je me souviens d'Amélie Mauresmo. Il y a eu pas mal d'articles à son sujet, parce qu'on dit qu'elle a un mental un petit peu faible par rapport au physique, etc. Mais comment on prépare le mental quand on est un sportif? Le physique, je vois très bien, mais le mental, comment on le prépare? Le mental, c'est l'expérience de la vie. Hein. Je pense qu'Amélie Mauresmo, c'est une fille très gentille, c'est vrai, mais elle est tellement gentille qu'elle n'arrive pas je dirais, elle n'arrive pas à être une joueuse qui est combative au point c'est vrai qu'elle combat vite, mais il y a un mental, c'est-à-dire l'envie de battre l'autre, d'être plus fort que l'autre, qu'elle n'arrive pas à passer le cap. Et qu'il y a
cette émotion qu'elle n'arrive pas à gérer. Mais vous aussi, on dit que vous êtes super gentil. Je suis gentil, c'est vrai, je suis gentil dans la vie de tous les jours, mais quand je suis sur le terrain après, j'ai une autre personnalité parce que je me bats. Et dans la vie, de même que je suis sur le terrain, dans la vie, il faut se battre pour réussir. Il faut affronter les difficultés tous les jours pour pouvoir réussir. Tous les jours, on est confronté à des difficultés. Et si on se ressaisit, eh bien, on subit les influences. Alors peut-être que votre gentillesse, elle est contrebalancée par votre plus gros défaut, c'est le fait que vous n'aimiez absolument pas perdre, ce qui peut devenir d'ailleurs un avantage en match quand même. Un avantage en match. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on acquiert dans sa jeunesse ou chacun dans sa vie de tous les jours. Je crois que j'aime pas perdre. Bon, ça, c'est une de mes qualités, peut-être des défauts, mais... C'est un mauvais perdant. Je suis bon perdant aussi, parce que quand l'adversaire est meilleur que moi, je dis d'accord, j'ai perdu face à quelqu'un de meilleur que moi. Mais tant que je peux battre cette personne, eh bien, je vais tout faire pour essayer de le battre. Et là, si jamais je ne réussis pas, je dis, c'est parce qu'il était plus fort que moi. Mais je ne vais pas lâcher jusqu'au bout le jeu. Vous avez une vie de famille aussi, vous êtes marié à Paulette, vous avez deux adorables petites filles, Paola et Chloé, 5 ans et 18 mois. Comment vous arrivez, et comment un sportif de haut niveau arrive à gérer sa vie privée avec une vie professionnelle assez intense, notamment en termes d'entraînement et de calendrier de match aussi? C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on est souvent absent de la maison et... À l'extérieur, on a beaucoup de matchs à l'extérieur, mais il faut savoir faire la part des choses. Quand j'arrive devant la porte de chez moi, je dépose le sac et je ne suis plus le Joël Abati handballeur. Je suis le père de famille de tous les jours et j'essaie, c'est pas évident des fois parce que il y a pas une pression haute, mais j'essaie pas d'être une autre personne, mais d'enlever tout ce qui est extérieur et d'être le Joël Abati, le simple père de famille et le mari de tous les jours. Dernière question, Joël Abati. Je ne sais pas à quel âge on prend sa retraite dans le handball, mais vous avez pensé à votre reconversion. Je crois que vous avez une formation de prothésiste dentaire, c'est ça? Oui, je suis prothésiste dentaire, donc depuis toujours, j'ai toujours voulu avoir un métier parce que mon père m'a toujours dit « aie un métier et tu es sûr de pouvoir aller le plus loin possible dans la vie ». Donc vous serez prothésiste dentaire une fois que vous aurez raccroché le J'ai basket? cette possibilité-là parce que j'ai ce métier, mais je pense que je n'avais pas prévu d'être sportif de haut niveau et de pouvoir évoluer en équipe de France. Et vu le temps d'années que j'ai passé dans cette discipline, j'aimerais justement rester dans le sport et pouvoir faire profiter aux jeunes générations de mon expérience. C'est ce que j'ai envie de faire. Et puis je crois que quand on a acquis un tel héritage dans sa vie de tous les jours, on a envie de redonner à d'autres, de faire partager à d'autres tout ce plaisir. Merci beaucoup, Joël. Les Antilles, vu de la métropole, c'est un cliché de vacances. Le soleil, la plage, la mer, les noix de coco. Pour lui, c'est bien au-delà. C'est sa terre, c'est sa mère, c'est son père, sa sœur et ses frères. C'est son enfance, ses débuts de handballeur à l'Espoir de Floréal. C'est une île, la Martinique, qu'il a quittée un jour pour suivre sa voie et peut-être mieux y revenir. Joël Abati, quand vous entendez parler des Antilles et de la Martinique, qu'est-ce qui remonte en vous? Quelles sont les images tout de suite que vous revoyez? C'est vrai que ça marque de mon enfance, la famille, les moments importants, la plage, les sorties, et aussi mes frères et sœurs. Je crois qu'on a passé un moment tellement mémorable que chaque année, j'ai envie de les retrouver, de discuter, de pouvoir... Vous ressourcer aussi? Me ressourcer aussi, parce que je crois que le soleil me manque un peu en Allemagne, et de temps en temps, je revois la famille, revoir comme ça, et reprendre le plein de soleil pour une année. Alors quel genre de petit garçon vous étiez? Quel caractère vous aviez enfant? J'étais turbulent, bougeur. Très drôle, il paraît. Très drôle aussi. Ben oui, ma fille me rappelle un peu ce que j'étais, toujours en train de faire des petites blagues un peu comiques, le comique de la famille. Et voilà, j'étais celui qui faisait rire la famille et qui amusait les frères et sœurs. Et très complice avec vos frères aînés et votre petite sœur aussi? Très complice. Ma petite sœur, c'était un peu conflictuel de temps en temps parce que... Ah bah, elle a pris la place du petit dernier. Elle a pris la place du petit dernier, donc forcément... et puis c'était la dernière, la fille. En plus. Que tout le monde chouchoutait, donc du coup, j'étais un petit peu jaloux, j'avoue, mais maintenant, on vit très bien et c'est super bien parce que j'aime beaucoup ma petite sœur et je suis protecteur, justement, un peu, maintenant.
Et quel genre d'élève étiez-vous alors? Bah, je partageais, il y a des activités que j'aimais, puis il y en a d'autres que j'aimais un peu moins. Mais j'aimais bien la biologie. D'où le fait que vous ayez fait des études pour être prothésiste dentaire. Voilà, alors. j'aimais bien la biologie, je pratiquais le sport. Bon, je faisais un petit normal, peut-être pas assidu, un peu turbulent, mais quand même, je savais ce que je voulais et je me suis donné, j'allais plus dans le sport en fait. J'aimais bien le sport et la biologie, donc je me donnais un peu plus dans cette activité-là. Et parce que j'aimais ça, et puis quand j'aime quelque chose, je me lance à tête baissée, voilà quoi. C'était un peu ça, la jeunesse. C'est peut-être un peu naïf, mais, mais c'était comme ça. Le handball, vous l'avez commencé à l'âge de 15 ans, Oui. c'est ça? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est un peu tard, non? On a toujours l'impression que les sportifs de haut niveau ont commencé très très tôt leur sport. Pas souvent, il y en a qui ont des parcours bien spéciaux, et moi j'ai commencé par le foot. Bah, je pense que, comme tous les petits garçons, la plupart, on a vu des grandes stars à la télé, on a vu les Pelé, les Platini, donc on a envie d'être mieux, donc forcément j'ai fait du foot au départ. Et puis, ça passionne aussi le foot. Et puis, à un certain moment, il fallait faire un choix parce que le club avait déménagé et il fallait que j'aille un peu plus loin. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas aller faire. J'avais des cours, j'avais des leçons. Et comme j'avais un club à côté de chez moi, ça m'arrangeait de pouvoir pratiquer mon activité. C'était faire du handball et d'être pas trop loin de chez moi. C'est un sport d'équipe, il y a un ballon. Il y a un ballon. Maintenant, c'est pas avec les pieds, c'est avec les mains. On va y arriver. On va y arriver. La preuve. Et je me suis dit, pourquoi pas, elle est plus petite, donc je pense que j'aurais plus de facilité à la mettre dans le but. Quand vous songez à la Martinique, à votre enfance, est-ce qu'il y a une odeur en particulier qui est attachée à ces années-là, qui sont des années de bonheur, on l'aura bien compris? L'odeur, ah ben, moi j'aime beaucoup la banane. La banane, ce fruit-là, il y a tout dedans. Ces bananes, j'aime beaucoup les bananes, ce fruit, cette saveur. Et ça me marque toujours. Alors vous, c'est pas la madeleine, c'est la banane. C'est la banane. Quand vous mangez une banane, ça vous renvoie tout de suite voilà, je mange la banane. Il y a aussi le chocolat. Mhm. J'aime le chocolat. On va s'entendre. Donc, cette senteur du chocolat, le bon chocolat, ça n'oublie pas ce genre de choses. Donc, et pour la banane, quand je mange une banane en Allemagne, eh bien, je vois tout de suite que la différence. Elle est sucrée aux Antilles, elle a une saveur extraordinaire qui reste sous le palais, que la mémoire enregistre, et que chaque fois qu'on mange autre chose qui n'a pas la même saveur, tout de suite on dit ça ne vient pas des Antilles. Ça. Justement, là, c'est toute la notion d'exil à travers cette anecdote de la banane, c'est toute la notion d'exil aussi que vous évoquez. Il y a eu 2 exils dans votre vie. Il y a d'abord eu quitté à 19 ans la Martinique voilà, pour aller déjà faire votre service militaire à Joinville, venir en France. Puis il y a eu encore l'exil en Allemagne quand le club de Madbourg vous a appelé. C'est pas un peu difficile à vivre ces successions de ruptures? Oui, c'est sûr que l'exil, sortir de sa famille et partir en exil, c'est difficile, mais je crois aussi que ça a formé ma personnalité et ça m'a donné des exigences. Chaque fois que je partais, c'était aussi avec le devoir de réussir, parce que j'étais le handballeur martiniquais qui partait en France pour montrer aux générations de martiniquais que je pouvais réussir, de montrer la voie. Et toujours, j'avais ce devoir de me dire qu'il fallait que je représente dignement la Martinique là où je serais, parce que j'ai une image et j'ai un devoir pour tous ceux qui croient en moi. Et vous êtes fier de cette réussite? On peut parler de réussite aujourd'hui quand même. Oui, on peut parler de réussite, parce que maintenant quand je reviens sur le passé, je me dis oui, j'ai bien fait de partir et j'ai quand même marqué les esprits. Et c'est en exil que j'ai pu faire tout mon palmarès, parce que c'est en Allemagne que je me suis fait le mieux connaître, c'est en exil, et après j'ai intégré l'équipe de France. C'est d'abord être parti en Allemagne pour faire un an en Allemagne et de revenir en France, montrer ce que j'ai fait. Et fier alors? Et fier parce que c'était pas évident, c'était très difficile, mais je suis affronté des difficultés et chaque fois j'ai su me relever. Et je crois que c'est une fierté d'être relevé. À chaque fois qu'il y avait un moment difficile, une difficulté, je me relevais et je partais au combat. Pour moi, c'est une fierté de jamais abandonner, mais de toujours se donner un objectif. Merci beaucoup, Joël Abadie. Extrait du discours de Jean-Paul II pour le Jubilé des sportifs.
Pour illustrer la vie chrétienne, l'apôtre saint Paul proposait aux chrétiens de Corinthe l'image de l'athlète comme exemple d'effort et de constance. En effet, la pratique correcte du sport doit être accompagnée par la modération et l'éducation au renoncement. Elle exige également souvent un bon esprit d'équipe, une attitude de respect, la reconnaissance des qualités d'autrui, l'honnêteté dans le jeu et l'humilité de reconnaître ses limites. Le chrétien peut donc trouver dans le sport une aide pour développer les vertus fondamentales. Joël Abati, vous qui êtes sportif de haut niveau, j'imagine que ça vous parle particulièrement, cette comparaison entre le chrétien et le sportif. Oui, ça m'interpelle. J'ai vu que c'est vrai qu'à travers le sport, il y a des vertus de tous les jours qu'on applique. Peut-être pour certains, ils ne s'en rendent pas compte, mais dans le sport, il y a des vertus. Comme l'effort et le renoncement notamment. L'effort et le renoncement, le respect de l'adversaire et le respect de l'arbitre, c'est quelque chose qu'on respecte tous les jours et sans s'en rendre compte qu'on applique sur le terrain. Alors comment vous êtes-vous converti? Je parle de conversion parce qu'aux Antilles, tout le monde est catholique, mais c'est plus un fait social finalement, social et culturel que vraiment spirituel. Oui, c'est vrai que là, on doit avoir 80% de chrétiens, un peu plus même, et que nos parents nous emmènent à l'église, et après on y va comme ça, par culture. Mais je crois que pour moi, ça a été une démarche. Parce que je crois que la foi aussi, c'est une recherche, une démarche de pouvoir... on se pose des questions, d'essayer de répondre à certaines questions dans notre vie de tous les jours, sur notre propre personne aussi. Et cette démarche nous amène aussi à la foi. Je crois que ça nous tombe dessus et puis on a envie de connaître. C'est comme tomber amoureux en fait. On n'arrive pas à vraiment expliquer, mais c'est comme tomber amoureux et quand ça nous tombe dessus, eh bien, on est rempli et on est heureux. Et concrètement, alors vous, ça s'est passé au moment de votre départ finalement de la Martinique, quand vous vous êtes retrouvé livré à vous-même. Concrètement, ça s'est passé comment? Vous avez rencontré un prêtre? Qu'est-ce qui a été déclencheur? Je crois que j'étais seul en fait, et quand on est seul, on se pose des questions et on se dit mais qu'est-ce que je fais là et quel est mon but dans ma vie? Et c'est une rencontre, je crois que je suis allé à une rencontre comme ça, un débat qui parlait de spiritualité. Je ne sais pas qui m'avait invité, c'était comme ça. On m'a invité, je suis allé, et puis du coup, ça a été révélateur. On me parlait de la vie de tous les jours, notre but et ce qu'on pouvait amener à la société. Que on n'était pas que l'être humain n'était pas que biologique, mais spirituel. Et que notre vie ne s'arrête pas à la mort, mais il y a quelque chose derrière. Et c'est l'espoir. Et à partir du moment où que la vie ne s'arrête pas à la mort, je crois que c'est l'ouverture sur le bonheur, sur l'espoir qu'on amènera quelque chose plus tard et qu'on prépare les choses maintenant. Comment porter et comment vous portez-vous un regard chrétien sur le monde? Et puis comment témoignez-vous aussi de votre foi? Eh bien, mon regard, je vois, c'est peut-être bizarre, mais c'est quand il y a la solidarité, quand il y a des incidents, des catastrophes, qu'on voit ressurgir une solidarité, qu'on voit ressurgir l'amour, qu'on voit ressurgir tout ce qui forme la foi. On voit qu'il y a un être au-dessus de nous qui nous aide et qui nous aime. Et c'est quand il y a des difficultés qu'on fait appel à ça. Mais à travers cela, cette solidarité justement face au tsunami, on a vu que des gens ont fait des dons, que des gens ont donné de l'argent pour aider l'autre, et que c'est l'amour de l'autre, c'est l'amour de la personne qu'on côtoie tous les jours, qu'on a envie d'aider, qu'on a envie de relever. Et ça, c'est au fond de nous qu'on a ça. Et vous arrivez à en témoigner de cet amour de Dieu qui brûle en vous? Cet amour, c'est avec ceux que je côtoie et ceux que... Je ne dirais pas que je suis parfait, je n'ai pas envie de montrer que je suis la perfection et que tout le monde doit être le leader, le prêtre. Mais j'essaye dans ma vie de tous les jours d'être meilleur que ce que je suis. D'essayer d'être meilleur de tous les jours, de grimper, de dire oui, je peux être meilleur, que je peux faire quelque chose en plus, je peux aider mon prochain. Je peux être meilleur que ce que je suis à l'instant présent. Avec le Christ pour modèle, toujours. Avec le Christ comme modèle, parce qu'il nous a montré la voie. Et je me dis, cet exemple-là, j'ai envie de ressembler à cet homme-là et de faire comme lui, de devenir son disciple. Donc à partir de là,
on crée des liens, on partage des choses, et c'est ça le but aussi. À travers Pierre, on a vu ce qu'il a fait, eh bien, à travers peut-être moi, je peux développer des choses et faire comme d'autres ont fait. Quel est le passage de la Bible qui résonne le plus en vous? C'est le psaume 23. Je crois que j'apprends ma fille aussi à ce psaume-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Ça, c'est formidable. Il est mon berger, mais je ne manquerai de rien. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est extraordinaire. Je repose, je suis tranquille et je me sens soulagé. Il prend tout et je me sens soulagé. Mais c'est formidable. Quand quelqu'un vous dit ça, bien, on ne peut que vivre et se dire Alléluia. Une dernière question, Joël Abati. Vous avez, vous, une espérance dans l'au-delà, tout ne s'arrête pas à la mort. Donc un jour, vous serez face à face avec Dieu. Vous savez déjà ce que vous auriez envie de lui dire? Ou peut-être ce que vous auriez envie d'entendre, au choix? Oui. Alors, j'aimerais bien qu'il me dise tu as bien bossé pour moi. Bon. Et vous répondrez quoi? Je dirais, j'ai eu un bon modèle et j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Merci beaucoup, Joël Abati. Nous connaissons tous autour de nous telle femme qui se bat pour aider des SDF, tel homme qui visite des prisons, tel couple qui accueille en vacances un enfant défavorisé, telle association qui lutte pour les droits de l'homme. Et ce sont toutes ces personnes ouvertes à l'autre qui nous montrent la voie, qui nous donnent envie à nous aussi de nous mettre au service de l'autre, de nous construire une intériorité forte en faisant le don de nous-mêmes. Le don de soi, c'est la valeur que vous avez choisie, Joël Abati. C'est une valeur que moi je trouve magnifique. Et vous n'avez pas hésité longtemps. Pourquoi ça vous a paru tellement évident? Parce que si tout le monde faisait comme ça, je pense qu'on n'aurait pas eu autant de difficultés dans ce monde. Et qu'on a des exemples inouïs quand on voit dans ce monde actuel comment le capitalisme, l'égoïsme, comment tout le monde s'est mis à faire mon truc, et quelqu'un se donne pour aider l'autre, c'est formidable. Quand vous parlez des exemples, vous pensez à des grandes figures comme Mère Teresa, comme Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel, qui sont partis en exil aussi, qui sont partis en exil pour aider les autres, qui ont tout laissé, leur propre personne pour aider, ils ont tout donné pour d'autres. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire. Et c'est un exemple qui me marque parce que je me dis, est-ce que j'aurais pu faire ça? Est-ce que je pourrais faire ça? J'essaie à mon niveau d'aider certaines personnes, mais cet exemple-là, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et ça, il faut rendre gloire à ça parce que ça marque les gens et c'est un exemple qu'il faut faire perpétuer. Alors vous dites qu'à votre niveau, vous essayez vous aussi d'agir. On peut peut-être parler de l'association pour laquelle vous agissez en Allemagne, qui s'appelle les 60 visages. Oui. Expliquez-nous un petit peu quel est le but de cette association et ce que vous y faites, vous. Oui, alors c'est une association qui essaie de montrer toutes les personnes et races du monde et de faire connaître aux jeunes, notamment en Allemagne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Ils connaissent pas beaucoup. Ils sont en Allemagne, je suis en Allemagne de l'Est, donc il n'y a pas eu beaucoup d'échanges avec les autres pays. Sauf la Turquie. Sauf la Turquie, mais pas beaucoup ça se passe pas très bien. Les pays d'Afrique. Et à travers ça, c'est de connaître l'autre, donc de connaître les autres pays et d'éviter justement qu'il y ait des rejets, qu'il y ait justement cet effet de racisme. Parce que le racisme, c'est le fait d'avoir peur de l'autre, la peur de l'autre qui fait qu'on le repousse et qu'on essaie de l'éviter. Donc là, on essaie justement d'aborder des sujets, de se faire connaître, d'aborder les jeunes, de discuter et de montrer qui on est, d'où on vient, et qu'ils n'aient pas justement cette appréhension et qu'ils viennent à l'autre et que ce ne soit pas un problème pour eux. Donc ça se présente sous quoi? Sous forme de conférence? On vous invite? Il y a des jeunes dans la salle, plutôt des jeunes défavorisés? Des jeunes en difficulté et ils nous posent des questions. On parle de notre activité, de ce qu'on pratique, les difficultés qu'on subit et aussi ce qu'on amène, ce qu'on a envie de leur amener, ce qu'on a envie de leur donner, de partager avec eux. C'est un partage. Mais justement, dans un partage, est-ce que vous donnez vous, puis est-ce que vous recevez aussi? Qu'est-ce que ça vous apporte justement de rencontrer ces jeunes-là, à vous? Moi, la jeunesse a toujours quelque chose à apporter parce qu'ils découvrent. Ils découvrent et ils ont envie d'apprendre aussi, cette jeunesse, parce qu'elle est jeune, elle ne connaît pas
elle n'a pas beaucoup d'expérience de la vie, donc elle a envie de prendre des choses à travers les autres, de la connaissance. Et moi, j'essaie de donner un maximum d'expérience, de leur donner un maximum aussi de connaissances pour qu'ils puissent justement, avec cette connaissance, avancer et ne plus avoir de rejet, ne plus avoir d'appréhension par rapport à l'autre. Donc je donne parce que j'ai envie de donner, j'ai envie qu'ils partagent tout ce que j'ai, mes émotions, tout mon héritage. Et eux, ils me donnent aussi leur innocence, ils me donnent aussi, quand je regarde dans leurs yeux comment ils sont heureux de me connaître, moi, c'est tous de voir un sourire après qu'ils sont ouais, ah ben maintenant je connais, je sais comment il est, donc je pense qu'à travers moi, ils pourront aborder d'autres personnes, ils vont dire oui, ben je connaissais Abbati Jorel, et il était comme ça, et vous, d'où vous venez, comment ça se passe. C'est ça les échanges. C'est ça aussi, c'est comme ça qu'on doit évoluer pour pouvoir se connaître. C'est en se connaissant que justement on arrive à se regrouper, on arrive à connaître l'autre et à s'aimer. C'est comme ça, c'est simple. Hein. Si vous pouviez, vous parliez de Sœur Emmanuelle, de Mère Teresa, si vous pouviez vous prendre une année sabbatique pour une action tournée vers les autres, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, ce serait quelle action? Eh bien, moi j'aimerais, je dis pas que j'aimerais aller dans un pays en difficulté et par rapport à mon activité, par rapport au sport, justement faire donner envie, donner la vie, parce qu'à travers le sport, on donne aussi, on fait à travers le jeu, on apprend rendre la joie aux autres. À travers mon sport, parce que je ne sais pas si je serais capable de soigner ou autre, même si je peux aider en partie, mais dans ma catégorie, dans ce que je sais faire, à travers mon sport, apprendre la vertu, apprendre à aimer son prochain, respecter l'autre et s'amuser, rendre un sourire à un enfant et à des jeunes en difficulté. Vous croyez aux vertus du sport comme langage de paix aussi et de communication alors? Oui, je pense que le sport a des vertus et qu'on peut justement partager cela. Et justement, dernièrement, il y a un grand homme d'affaires qui a invité justement des Israéliens au Parc des Princes avec des Palestiniens à travers du foot, des petits jeunes qui ont joué ensemble à travers un match de foot. Et on voit que ces enfants-là, ils n'avaient pas d'appréhension et que le sport les a réunis. Alors si on peut réunir des gens, des enfants, des peuples à travers le sport, pourquoi pas? Tout en s'amusant et en s'aidant mutuellement à acquérir à une victoire, arriver à la victoire à travers le sport. Je crois qu'on aura conquis le monde avec ça. Conquis le monde? Oui. Eh bien, je vous encourage à le faire, Joël, parce que je trouve que c'est un très très beau projet. Merci beaucoup, Joël Abbati. S'il est bien une profession où l'on fait don de soi, c'est dans le beau métier d'infirmière. Une profession qui fait souvent la une des médias, une profession absolument pas reconnue à sa juste valeur, sous-évaluée, sous-payée aussi, alors qu'elle demande beaucoup d'énergie, de patience, de douceur, d'abnégation, d'écoute des patients. Infirmière, c'est une vocation avant que d'être un métier, et c'est à la fois le coup de cœur et le coup de gueule de mon invité. Une vraie passion pour ce métier, Joël Abbati. Tout à fait. Quand je vois que quand on a une maladie ou qu'on est blessé et que quelqu'un d'autre vient nous soigner, nous amener une joie, nous amener à la guérison, je crois qu'il faut rendre gloire à ces gens-là qui se donnent tous les jours à l'hôpital pour rendre la vie meilleure ou la vie allégée à d'autres personnes. Je crois qu'il faut leur rendre gloire et que c'est un don de soi aussi et qu'il faut rendre à ce métier sa noblesse. Vous avez des infirmières dans votre famille pour être autant touchée par ce corps de métier-là? J'ai ma belle-sœur qui est infirmière, j'ai mon frère aussi qui est infirmier, mais c'est aussi parce que j'ai été quelques jours à l'hôpital et j'ai vu ce que c'était qu'être dans un hôpital, comment c'est difficile. J'ai toujours cette appréhension des hôpitaux, ces murs blancs, ces gens en blouse blanche, et quand tu vois que quand on rentre dans l'hôpital, on est triste, faible. Et faible, et quand on ressort, le plus souvent, quand on ressort guéri, parce qu'on a été soigné, parce qu'on a pris soin, je trouve que c'est formidable. Et que quand même, quelqu'un qui redonne vie et qui redonne espoir à un malade, il a fait un miracle. Il y en a des chirurgiens qui en font des miracles tous les jours, et il faut les remercier pour cela. Et
l'infirmière qui tous les jours change les pansements, qui vient, qui discute, parce qu'il n'y a pas que le fait de soigner la plaie, mais il y a d'autres aussi, d'autres aspects c'est de discuter, d'échanger, de consoler. Aussi, il y a des infirmières, sans s'en rendre compte, elles ont un travail psychologique sur le malade, de les consoler, de prendre la peine des autres, les difficultés, et aussi d'amener à la joie à travers le fait de toujours non, c'est pas comme ça, non, il faut voir la vie autrement. Elles ont ce travail-là qui n'est pas payé, mais qui vient de la personnalité de la personne, qui vient de ce métier aussi. Et ça, il faut donner cette importance à ça. Et qui fait que ce métier est une vocation avant que d'être un métier. Et que c'est une vocation, et que tout le monde ne peut pas être infirmier, parce que ça rend triste de voir les gens tristes. Et on est infirmier, mais on est humain aussi, donc on subit aussi la tristesse des autres, on voit la mort aussi. Il faut être fort dans sa tête, il faut vraiment aimer son prochain et se dire oui, c'est une vocation, je suis là aussi pour aider mon prochain, pour lui permettre de vivre. Vous avez connu, vous, des grandes blessures physiques, peut-être à travers le handball ou différemment, avec de grandes douleurs physiques? J'ai pas eu de grandes douleurs physiques, mais je me suis fait opérer d'une luxation du coude. Et ça, c'était très dur. Ma fille s'est fait opérer aussi, s'est fait opérer des oreilles. Et vraiment, c'est dur quand même d'assister. J'ai pas assisté à l'opération parce que j'étais obligé de consoler ma femme de l'autre côté, qui était vraiment très, très attristée. Mais c'est dur quand même d'être malade et des difficultés. Et c'est beau qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vient et qui aide et qui soulage l'autre. Parce que je crois que la douleur, enfin, dites-moi si je me trompe ou si vous ne voyez pas les choses comme ça, mais la douleur, c'est quelque chose d'extrêmement, finalement, une expérience extrêmement personnelle et très, très difficile à partager. Et on se dit, à part les infirmières, les chirurgiens, ils n'ont pas le temps, il faut qu'ils opèrent. Et à part les infirmières, qui pour comprendre la douleur? Oui, tout à fait. Elles voient tous les jours des gens en difficulté. Elles-mêmes, elles sont en difficulté parce qu'on ne les rémunère pas convenablement. Donc, on ne peut pas être concentré sur son malade si on doit penser aussi à son fin de mois et se dire oui, je suis mal payé, donc je ne peux pas faire des choses en plus parce que je dois m'en aller aussi, parce que je dois partir le plus tôt possible, j'ai autre chose dans ma vie. Donc, il faut qu'on donne un salaire convenable à ces gens-là, parce que je pense que l'avenir d'un pays passe aussi par les soins, passe par les hôpitaux. Un pays qui n'a plus ses hôpitaux, qui ne peut plus soigner ses malades, c'est un pays en décadence. D'ailleurs, ce qui vous énerve aussi particulièrement, c'est les fameux classements qu'on fait des hôpitaux. La performance à ce niveau-là, tel que c'est fait, ça vous énerve pas mal. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut parler de performance au niveau du sport, mais comment peut-on parler de performance au niveau des soins, au niveau des infirmières, qu'est-ce qu'une compétition de soigner le plus vite possible les gens ou d'enlever des lits parce qu'il y en a trop et qu'on essaie de faire une gestion comme une gestion d'une entreprise des hôpitaux. Non, je crois que tout homme politique, ou puisque c'est celui qui dirige, doit prendre conscience que tôt ou tard, ils peuvent entrer à l'hôpital et qu'ils ont besoin de soins et que ces gens-là, il faut les aider. Il y a des métiers qu'on donne une valeur, ça peut être qu'on est sportif, on donne une valeur immense, mais ces métiers-là, il faut leur donner leur place. Vous pensez qu'il y a un décalage justement entre, c'est vrai que les sportifs sont très 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 bien payés, je ne sais pas comment ça se passe dans le hand, mais on connaît bien les tarifs du foot, très bien payés, puis qu'à côté de ça, des métiers peut-être plus essentiels sont moins bien considérés? Oui, chaque sport, chaque métier a son importance, les sportifs ont une importance aussi, et ils ont des difficultés aussi, on subit des difficultés, on a des pressions tout le temps, et on peut voir des sportifs aussi qui ont des problèmes psychologiques parce qu'on est voué tout le temps, on est remis en question tous les jours, tous les matchs. Mais aussi à la profession, il ne faut pas que le décalage soit trop important, parce qu'il y a des gens qui se donnent, qui ont une importance dans la vie sociale des humains, et qu'il faut leur donner cette importance-là, et qu'il faut donner une valeur à ces gens-là. Et que quand ces gens-là retrouveront justement leur importance, je crois que nous, on en bénéficiera, que ce soit un sportif ou tout, on en bénéficiera de ces dividendes. Il faut donner une importance. Il faut leur donner cette fierté-là pour qu'elles puissent travailler consciemment, qu'elles puissent aider.
les malades, c'est le but. Voilà, Joël Abati, ministre de la Santé, ce sera peut-être dans quelques années. Ah ben, On va guetter. Monsieur Villepinte, je suis là, hein. Conseiller s'il faut, mais je pense qu'on ne peut pas être aveugle. En tout cas, merci de ce à la fois coup de cœur et coup de gueule, comme je disais en introduction, et de nous avoir sensibilisés à ce problème qui vous touche particulièrement. Merci beaucoup, Joël Abati. Merci. Il y a eu Churchill, De Gaulle, Gandhi, Jean-Paul II, des hommes au destin exceptionnel et qui ont changé la face du monde. Nelson Mandela fait partie de ces derniers grands hommes. Héros de l'Afrique du Sud, dont il deviendra le premier dirigeant noir, il est le symbole de la lutte contre le racisme et du pouvoir du pardon. Il dit qu'être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Et il a proclamé lors de son discours d'investiture le 10 mai 1994 que c'est en faisant scintiller notre lumière que nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Joël Abati, Nelson Mandela, c'est un personnage à qui vous voulez rendre hommage dans VIP. Vous réagissez comment à ces deux propos sur la liberté et sur le fait que de faire scintiller notre lumière, c'est offrir aux autres la possibilité d'en faire autant? Tout à fait, parce que quand je vois comment tout ce qu'il a subi, hein, ces moments de prison, et il a oublié cela, et il a mis lumière, il a plus envoyé en fait de la haine contre ses bourreaux, mais il leur a donné une possibilité de voir la lumière, de voir autre chose que de la haine. Et ça, c'est tout un symbole pour cet homme-là qui a pardonné à ses bourreaux depuis... Alors moi, je ne sais pas si j'aurais fait la même chose. C'est pour ça que pour moi, c'est un exemple. Je me dis, vraiment, il a été extraordinaire ce qu'il a fait, parce que je crois qu'il a redonné espoir à beaucoup de monde, et il a permis à son pays de partir sur de bonnes bases. Non pas sur la haine, mais sur l'amour et le pardon. Oui, parce que ça aurait pu être, entre guillemets, légitime pour lui de se venger. Tout le monde l'aurait compris. Il a tellement subi, tout le monde l'aurait compris, et ce n'est pas la voie qu'il a choisie. Voilà, parce qu'il voulait donner un avenir à son pays, et il ne pouvait pas bâtir cet avenir sur la haine, mais sur la vengeance. Ce n'était pas le but, et il fallait qu'il soit un exemple et qu'il montre la voie à son pays pour la suite. Et on voit comment l'Afrique du Sud, pour l'exemple, comment ça se déroule. On voit que c'est bien parti. Et ce qu'il a fait, c'est quand même le maillon fort de la chaîne de ce qui va permettre à son pays de repartir. Donc c'est vrai qu'il y a eu l'apartheid qui a beaucoup divisé le pays en deux, et ces peuples-là, ils sont faits pour vivre ensemble. Donc il fallait un chaînon. Le chaînon manquant, il a permis justement de rassembler ces deux peuples et de permettre que justement que ce trou qu'il y avait entre les deux puisse se combler, ce fossé puisse se combler, et qu'ils puissent vivre ensemble, parce qu'ils ne peuvent que faire autrement, vivre ensemble pour permettre au pays d'avancer sur une base concrète. C'est l'éternel problème d'à peu près tous les conflits dans le monde. Oui, on a souvent un problème avec le communautarisme, chacun se met de côté et on espère que tout ira bien. Je crois que ce n'est pas vraiment la solution. Donc il a donné un exemple, et il y a un exemple vivant de ce qu'il a fait. Donc il faut prendre cet exemple-là et se dire que c'est possible. C'est possible de réunir des peuples et qu'on arrête de se mettre dans notre coin et justement en pensant que dans se mettant dans notre coin, on va évoluer. Mais non, on est fait pour vivre ensemble, il faut le faire. Alors lors de la Journée mondiale de la paix, c'était le 1er janvier 2002, Jean-Paul II a dit que l'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. J'imagine que vous qui êtes croyant, catholique, pratiquant, vous reliez forcément le pardon à votre foi aussi. Oui, mais le pardon, c'est un processus, c'est important le pardon, il faut pouvoir connaître ça. Le pardon, c'est un processus sur soi-même, mais aussi sur l'autre qui nous a fait du mal ou autre. Et il faut d'abord que ça soit personnel, c'est-à-dire qu'on efface. Le pardon aussi, c'est un mot qui veut dire effacer, enlever. Et à partir du moment où on a effacé, on peut retrouver
cette relation. Et c'est aussi enlever un fardeau à l'autre qui a péché, qui a fait subir l'autre des difficultés. C'est aussi permettre à l'autre d'avoir la conscience tranquille et de se dire « Maintenant, j'ai plus cette charge sur le dos parce que l'autre en face m'a enlevé ce que j'ai fait. » Mais c'est d'abord sur la victime qui prend ça sur soi et qui donne la vie à l'autre et de permettre à l'autre d'avancer. C'est ça aussi le pardon. C'est aussi difficile de demander pardon, parce que donner un pardon n'est pas forcément facile. Le demander, c'est aussi une démarche. D'ailleurs, on voit toute la difficulté que les gens ont, ne serait-ce qu'à aller se confesser. Oui, c'est difficile. Hein. C'est un processus qui est long. Des fois, ça peut être court, mais c'est très long. C'est très long et il faut donner du temps à cela pour effacer la blessure. Mais il faut prendre du temps, mais ce pardon, c'est avec l'expérience. C'est avec le temps qu'on acquiert cela et qu'on arrive à à force de pardonner, eh bien, on arrive à la sagesse. Et c'est le but. Quand on acquiert la sagesse, maintenant, plus rien ne peut me faire chuter, plus rien ne peut me faire succomber. Et la confession, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, par exemple? Je me confesse à Dieu parce que tous les jours, sans s'en rendre compte, on fait subir à d'autres difficultés. Donc il faut se confesser pour aussi repartir de bon pied, repartir à neuf et sentir allégé. C'est ça la confession, c'est d'enlever son péché. Jésus nous dit, je prends les fardeaux sur moi et je vous allège pour que vous puissiez repartir plus léger et mieux dans la vie. C'est à la fois le pardon tourné vers le passé pour mieux se tourner vers l'avenir. Voilà, tout à fait. Et on a besoin de ça. On peut pas aborder la vie future avec un poids lourd derrière, des difficultés extraordinaires. Ça nous ralentit dans notre vie de tous les jours. Je vous remercie beaucoup, Joël Abati. Pour terminer cette émission, je vous propose, Joël Abati, un traditionnel petit jeu de questions-réponses. Vous répondez comme vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui. On va être sympathique. Vous avez le droit à un joker. Oui. Des petites questions voilà, qui partent un petit peu dans tous les sens. Et on commence par celle-ci, peut-être pas la plus difficile. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Ah, vous êtes très gentil. Quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence? La gourmandise. Quel échec vous a fait avancer le plus? Quel échec? Professionnel ou personnel? Ben, on subit des échecs tous les jours, donc je n'ai pas d'échec personnel, mais chaque échec me permet de me relever et d'avancer. À un match perdu, vous vous remettez à chaque fois en cause? Ben, tous les jours. Hein. Je crois que chaque match, on se remet en question. Et c'est vrai que là, on a perdu le championnat d'Europe dernièrement. Ben, c'est vrai que sur le coup, c'était très dur, mais je crois que le plus dur, c'est pas de se relever chaque fois qu'on tombe, mais de se relever à chaque fois. Et ça c'est quand même quelque chose d'important. Ça, c'est votre devise. C'est ma devise, de se relever chaque fois que l'on retombe. À quoi pourrait ressembler le bonheur parfait, selon vous? Le bonheur parfait, c'est de retrouver tout ce qu'on a perdu. Ah, donc ce sera après la mort, alors? Ce sera avec celui qui nous a guidés. Quel est le plus beau mot de la langue française? Je t'aime. Quel est l'homme politique pour lequel vous avez le plus d'estime? L'homme politique. Moi, Mahatma Gandhi, il n'était pas chrétien, et celui qui a interprété, qui a le plus interprété Jésus dans ses actes. Et pour moi, ça m'a marqué beaucoup. Très bien. Quel talent aimeriez-vous avoir? J'aimerais jouer du piano. Ah. C'est vraiment quelque chose j'aimerais bien jouer au piano. Je trouve que c'est un instrument magnifique et que j'ai les doigts de handballeur, mais j'ai pas encore les doigts de pianiste. Alors peut-être après, quand je serai à la retraite, je pourrais m'y mettre
Dans la pratique, Bon, on va guetter vos débuts au piano. Si vous pouviez faire 3 vœux, voir grandir mes enfants, être en bonne santé et aider ceux qui ont besoin d'aide. quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pendant vos 35 années de vie? Je suis parti en Allemagne de l'Est. J'ai signé mon contrat sans avoir vu la ville, sans avoir connu, juste Sans rien connaître de l'Allemagne, sans finalement. rien connaître de l'Allemagne, ni parler la langue. Je suis parti tout seul. Et alors? Et c'était extraordinaire. Extraordinaire, en plein hiver en plus. Alors je suis arrivé dans un autre pays et je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de signer ici? Et il s'avère que c'est ici, c'est en Allemagne, à Magdebourg, que je me suis fait connaître et que j'ai connu mes meilleurs moments. Mes enfants sont nés en Allemagne, je me suis marié et je vis encore à Magdebourg. Quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous souhaiteriez tordre le cou? C'est le moment, hein? Je suis sourd aux rumeurs. Ah! C'est vrai? Vous ne lisez jamais les critiques ou... Si, je lis les critiques, mais on est critiqué tous les jours. Qui n'a pas été critiqué? Même Jésus a été critiqué, donc il faut avoir son objectif et puis c'est de l'atteindre. Et je ferai mon mea culpa au l'état des lieux à la fin. Et puis je saurai si j'ai bien fait. De quoi avez-vous peur? J'ai peur de n'être plus moi-même. Et qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne seriez plus vous-même? Qu'on soit adulé, qu'on ait tout et que je ne sois plus Joël Abati que mes enfants connaissent et que ma femme connaît. Je voudrais rester moi-même jusqu'au bout et être le Joël Abati qui a toujours le sourire, qui aide toujours les gens, qui est gentil, tout simplement. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui auront regardé cette émission et qui vont se dire « Tiens, je veux être handballeur professionnel, je veux être Joël Abati plus tard ». Eh bien, moi, je leur dis que ce sera difficile, Ouais. mais qu'est-ce qui n'est pas difficile dans la vie de tous les jours? Et je leur dis qu'avec la motivation et en se donnant un objectif, on y arrive, et avec un modèle, on y arrive tôt ou tard. Qui est votre modèle, vous, en handball? J'ai plusieurs modèles. Il y a Jackson Richardson que j'apprécie beaucoup parce que malgré qu'il soit un joueur adulé, extraordinaire par les journalistes, il reste toujours simple, humble. Et il n'a jamais la grosse tête. Il est toujours dispo pour un autographe ou un jeune est toujours présent, il répond. Et moi, j'aimerais bien être comme lui. J'essaie de faire autant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Joël Abati? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ah ben, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, c'est de rester humble et puis que ma mère soit toujours fière de son petit Jojo tous les jours. Ben voilà, ça nous permet de faire un petit coucou aux Antilles. Merci beaucoup d'être venu dans VIP, Joël Abati. On vous souhaite encore beaucoup de succès, en tout cas aussi bien avec votre club en Allemagne qu'avec l'équipe de France. Et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir invité et puis c'est avec plaisir que je partage des choses intéressantes et cette émission m'a beaucoup plu. Ah bah tant mieux, nous aussi. Au revoir Joël. Au revoir, bonne journée. Merci.